covidien est le temps de la crise du Covid-19. C'est un temps de fragilité mondiale, un temps dans lequel tout le monde a peur d'une maladie qui serait transmise par un virus venu d'Orient, venu de la Chine. Mais le temps covidien est précisément le temps dans lequel tout le monde a peur sans avoir la capacité de maîtriser de façon physique ce qui nous fait tant que ça peur. Disons qu'on est dans le temps covidien dans une époque de peur du minuscule, mais qui est autant puissant que le physique majuscule ou grand. On est dans une période de peur du tout petit, mais qui a une surpuissance destructrice que presque aucun État, aucune puissance étatique ou internationale jusqu'ici n'a démontré. Donc le temps covidien est un temps de fébrilité, de fragilité, d'impuissance et aussi de contradiction, presque dans tous les domaines. Les vérités d'hier deviennent presque des incertitudes ou des mensonges d'aujourd'hui. Ce qui apparaissait hier encore comme étant quelque chose d'absolument vrai est tout à fait relatif aujourd'hui. Avant, saluer physiquement par la main était un geste à la limite salutaire ou humaniste ou un geste humain. Aujourd'hui, ne pas approcher quelqu'un, ne pas lui serrer la main est un geste salvateur, humanitaire, humaniste et presque un geste divin parce qu'on voudrait ne pas transmettre la maladie à l'autre. À tel point que les lieux comme les lieux religieux et les pratiques religieuses elles-mêmes en sont arrivées à considérer que faire ces gestes-là, ces gestes de sympathie, ces gestes d'amour, n'était plus la manifestation de l'amour, mais plutôt la manifestation du danger et du risque. Donc, le temps covidien est un temps de remise en cause des certitudes. Le deuxième exemple qui montre très bien que le temps covidien est un temps où une chose et son contraire peuvent avoir la même valeur, c'est l'exemple du numérique. Il y a quelques mois, quelques temps encore derrière, nous critiquions tous le fait que le numérique a pris le dessus sur tout, que nous sommes devenus la génération des têtes baissées et que le numérique était en train de couper les liens sociaux entre les hommes, que plusieurs individus sont côte à côte, ne se regardent pas, ne se parlent pas, et donc que le numérique devenait un moyen de distanciation sociale, de distanciation humaine. Et nous étions tous à nous battre, à trouver les moyens de recréer le lien social. Puis, lorsque la crise du Covid-19 survient, le numérique que nous avions tous, à un moment donné, critiqué, que nous estimons qu'il empêchait le lien social d'exister, devient le moyen par excellence par lequel on retisse le lien social. Donc, ce que nous avons sabordé, ce que nous avons brûlé hier, devient ce que nous adorons aujourd'hui. Et donc, on est dans un moment de paradoxe quasi absolu. C'est ça le temps covidien, le temps des incertitudes où tout, presque tout et son contraire ont quasiment la même valeur. Le monde a été toujours quelque peu fragile. Il l'a toujours été, puisque les grandes étapes de l'histoire de l'humanité rappellent un certain nombre de crises, de drames, je dirais même de drames absolus. Mais ce que le Covid-19 nous révèle, c'est un drame ou c'est une crise, ce sont des fragilités à l'échelle du monde. Tout le monde vit ces fragilités presque au même moment. Les fragilités ont lieu aux États-Unis, ont lieu en Europe, ont lieu en Afrique. Et les conséquences de cette fragilité-ci covidienne sont planétaires. La Deuxième Guerre mondiale a touché à tour de rôle les continents du monde.
la Première Guerre mondiale aussi. Mais, par exemple, la crise du Covid-19 frappe presque au même moment toute la planète entière. Et en tout cas, les conséquences sont quasiment les mêmes. Il n'y a qu'à observer comment est-ce que les avions ont cessé de voler dans les airs, du nord au sud de la planète, de l'est à l'ouest de la planète. Il me semble qu'il faut rechercher très loin dans l'histoire une époque où presque 98% des vols aériens ont été suspendus. Donc, la crise du Covid-19 nous montre une nouvelle forme de fragilité. Fragilité, on dirait, instantanée, momentanée, mais aussi et surtout une fragilité vécue à l'échelle des sensibilités humaines, mais de façon concomitante. Et c'est cela qui fait la particularité de la crise du Covid-19. C'est en fait, au fond, que aussi bien les pauvres que les riches, aussi bien les plus faibles que les plus forts, sont frappés d'un même coup. Et le fort peut tomber d'un même coup devant le virus du Covid-19, comme le faible peut tomber. Et il peut même arriver que le faible ne tombe pas pendant que le fort est en train de succomber. Et on a bien vu que le Covid-19 a été le révélateur d'une sorte de la fin du mythe de l'invincibilité des plus forts ou des plus puissants. Avec la crise du Covid-19, le plus fort n'est jamais assez fort pour toujours le mettre. En tout cas, il ne peut pas l'être devant le virus venu de Wuhan fin 2019. Le temps covidien apparaît un peu comme effectivement le temps de la revanche des plus faibles. Si vous vous en tenez simplement à l'exemple africain, lorsque vous faites une comparaison des continents, le continent africain apparaît comme étant le continent le plus faible. Mais c'est le continent sur lequel les conséquences humaines du Covid-19 sont les moins ressenties. En tout cas, il y a eu moins de morts, il y a eu moins de cas, il y a eu moins de fébrilité. Et lorsque vous prenez les effets de cette crise du Covid-19, on a l'impression qu'effectivement, les plus faibles socialement, économiquement, sont plus résilients. Comme si les plus faibles avaient déjà développé à la fois une résilience sanitaire, une résilience morale ou une résilience, je dirais même, psychologique au mal covidien. De telle sorte que ceux qui sont le plus frappés, ce sont ceux qui ont les moyens peut-être de se protéger. C'est moins les déclassés sociaux, c'est moins les petites personnes ou les petites gens de la société. Donc il y a là comme une sorte de revanche des plus faibles sur les plus forts. En tout cas, les plus faibles, les plus vulnérables ordinairement, sont les moins vulnérables face au Covid-19. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que toutes les prévisions à propos de l'Afrique étaient catastrophiques. Mais la catastrophe annoncée peine d'avoir lieu. Et on peut bien se demander si quelque part les faibles étatiques, les faibles individus, les faibles structures n'ont pas trouvé les moyens d'être plus résilients que les plus forts. Un signe important tout de même de cette revanche des faibles dont vous parlez, c'est une revanche des faibles qui coïncide quasiment avec la fin de la revanche des cancres, entre guillemets. Et à cet égard, la figure du président américain Donald Trump est l'exemple palpable, s'il en était encore besoin, du cancre fort, ou en tout cas cet exemple du président américain est typique de cette revanche des cancres qui nous montre très bien qu'on est à une époque où on a une sorte de transition de la revanche des cancres vers une revanche des plus faibles. Je ne suis pas épistocrate tant que ça. L'épistocratie voudrait en fait que la gouvernance de la cité soit réservée aux experts, aux savants, aux sachants.
Et on peut, au regard de l'article que j'ai produit, on peut voir peut-être cette tentation-là. Mais cette tentation, on peut la sentir en raison du comportement typique du politique ignorant de Donald Trump et de beaucoup d'autres dirigeants de par le monde qui n'ont de savoir que leur capacité à en imposer à leurs concitoyens. Et donc, l'épistocratie ne suffira pas. Les savants ou les sachants ne suffiront pas à mieux gouverner les cités. Il faut d'une part, évidemment, que les sachants ou les savants soient au chevet de la gouvernance, mais il n'est pas dit que ceux qui savent sont ceux qui gouvernent le mieux. Les Grecs ont eu la sagesse de faire une distinction importante entre la philosophie, l'amour de la sagesse, et la phronésis, la sagesse pratique, et encore la praxis, la capacité à utiliser les ressources dont on dispose pour bien agir, pour agir pratiquement. Donc il ne suffit pas d'avoir de brillants intellectuels, de brillants experts qui soient à côté des dirigeants pour avoir forcément de très bons dirigeants. Et il n'est pas non plus dit que les plus diplômés intellectuellement soient les meilleurs qui puissent gouverner efficacement une société. Il y a ceux qui n'ont jamais de grandes connaissances livresques, qui n'ont pas de grandes connaissances académiques, mais qui sont capables de gouverner efficacement, adéquatement les sociétés, les États. Et donc je ne postule pas systématiquement qu'il faudrait les plus intellectuels, les experts, à la tête de nos États ou de nos sociétés pour que ceux ou celles-ci soient mieux gouvernés. Mais peut-être faudrait-il trouver les moyens, autant que nous vivons, de faire un peu un mixage plus important, plus intelligent, à la fois des sachants et de ceux qui ont l'expérience du pouvoir. Et donc on peut trouver les moyens de mettre les deux on va dire, ensemble, que peut-être progressivement les savants, ceux qui savent, aient un peu plus de présence dans les espaces de gouvernance ou qu'ils soient mieux écoutés. On a bien vu, à l'occasion de cette crise du Covid-19, combien les gouvernants ont été obligés de s'abonner, de se soumettre à la limite aux lumières des scientifiques en ce qui concerne les attendus, les tenants et les aboutissants de la crise du Covid-19. Le devoir de sorcellerie, c'est l'obligation que l'homme a d'utiliser les moyens de son intelligence, de sa raison, de son langage, pour transformer son milieu. Boris Cyrulnik le dit très bien que être sorcier, c'est la capacité que l'homme doit avoir à utiliser les moyens intellectuels, les moyens rationnels, les moyens dont il dispose pour mieux transformer son milieu. Et il me semble que cette question est une question urgente, une question importante pour les Africains aujourd'hui. Face à tout ce que le Covid-19 nous a révélé, il me semble que c'est une obligation pour les Africains de faire une sorte d'assemblage, de rassembler l'ensemble des connaissances disponibles dans le domaine médical, dans le domaine de la tradithérapie, dans le domaine des plantes, pour mieux faire face aux problèmes de santé, plus généralement, et à la crise du Covid-19 en particulier. Donc les Africains doivent, je crois, ouvrir les archives et les bibliothèques médicales partout sur le continent pour mobiliser ce qui permettrait que les Africains n'attendent pas que tout vienne d'ailleurs en termes de solutions pour régler les problèmes qui sont contemporains à eux, qui sont vécus par eux comme les Européens, les Occidentaux, les Américains le vivent. Donc ce devoir de sorcellerie appelle une plus grande conscience de notre obligation de travailler sur le savoir et ce faisant de renouveler les politiques publiques de valorisation des savoirs à la fois ancestraux, à la fois traditionnels et à la fois intellectuels produits dans les lieux de savoir, les centres de recherche, les universités, les think tanks. Et
lorsque vous observez très bien la manière dont le savoir médical est produit en Afrique, vous êtes tenté de dire que le devoir de sorcellerie, c'est par exemple que dans les facultés de médecine et des sciences de la santé en général, que les savoirs ancestraux de la médecine traditionnelle africaine soient mis sur le même palier que les savoirs médicaux venus d'ailleurs, que simplement Hippocrate et les Bokonos chez nous, que Hippocrate et les prêtres du Fa, que Hippocrate et les guérisseurs traditionnels discutent dans les facultés de sciences de la santé, et que tout le propos de la solution au problème de santé en Afrique ne soit pas celui venu d'ailleurs. Le travail de la formation en sciences de la santé en Afrique ne doit plus se faire en marge des connaissances médicales existantes sur le continent. Et sur ce point précisément, vous avez, parlant d'archives médicales, vous avez, je dirais, une large proportion de travaux disponibles déjà. Quand vous regardez les travaux sur la botanique, les travaux sur les plantes médicinales en Afrique, nombreux travaux sont disponibles et même des essais sont disponibles qu'il faut juste reprendre, actualiser et mettre au jour. Quand j'évoque ce sujet, je pense particulièrement aux pionniers en la matière, le professeur Édouard Adianon, premier recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui a fini professeur émérite de botanique à Bordeaux, en France, et qui est comme, disons, une espèce très rare et très chère. Et tous ceux qui ont pris la suite de ce type de travaux partout en Afrique ont produit énormément de travaux de ce point de vue-là que l'on peut essayer d'utiliser pour ne pas subir le monde. Pour redevenir sorcier ou devenir sorcier, le devoir de sorcellerie, c'est le devoir du savoir qui permet de transformer le monde. Il faut redevenir sorcier ou devenir sorcier, au sens noble du terme, c'est une urgence pour les Africains. Cela passe par donc l'ouverture et le soin aux différents lieux, de façon indiscriminée, aux différents lieux de production du savoir. Et devenir sorcier, en fin de compte, ce serait de lever les tabous sur les suspicions, le mépris à la limite que l'on a à l'égard des savoirs produits localement. Le temps du temps covidien est à l'image du temps covidien. Ce sera un temps incertain. Ce sera un temps que presque personne ne peut définir et circonscrire de façon précise. Ce sera un temps de ballottage, un temps de crainte, un temps d'avancée et de régression, un temps de questionnement, disons même un temps de l'infini, un temps de l'insaisissable, parce que personne, à ce moment-ci, ne peut dire jusque à quand va durer la puissance du tout petit virus Covid-19. Personne ne sait jusque à quand nous allons subir les conséquences de la crise du Covid-19. Et au fond, la certitude que l'on peut avoir sur le temps du temps covidien, c'est le temps où un événement à la hauteur de la crise du Covid-19 apparaîtra et nous fera repenser autrement le cours du monde. C'est à ce moment-là seulement que l'on pourra savoir quel aura été le temps du temps covidien. Sinon, pour l'heure, c'est un temps infini, un temps indéfini, un temps insaisissable, un temps plein de leçons et un temps probablement qui sera long, ou s'il ne sera pas long parce qu'un événement peut très vite arriver pour créer un autre temps, il sera tout de même intense, il aura été intense, dense et immense.
Et on ne finira pas, en si peu de temps, de retravailler toutes les figures de ce temps, ou toutes les facettes de ce temps. Donc c'est un temps pluriel, un temps lent, un temps lent et en même temps rapide, et un temps dur, mais en même temps un temps mou, dur parce que les conséquences sont dramatiques, un temps mou parce que personne ne saisit encore le ventre de cette crise absolument, et un temps infini parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va finir ce temps.